Bienvenue sur Dialogue Républicain, la chaîne de podcast du sénateur Jean Sol. Des émissions qui créent des passerelles entre les projets territoriaux et les missions sénatoriales. Ça se passe en direct dans les Pyrénées-Orientales pour que la parole se joigne à l'action et ouvre les horizons. Dialogue Républicain, c'est la preuve par le terrain, avec des témoignages de maires et de professionnels du territoire. Bonne écoute! Je suis Carole Del Pozo, sénatrice suppléante et collaboratrice du sénateur Jean Sol. Pour nos auditeurs, je vous informe que ce podcast a été enregistré une semaine avant les incendies de juillet 2026 qui ont touché les Pyrénées-Orientales. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Dialogue Républicain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le contrôleur général Éric Belgiono, directeur départemental du service d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, que l'on appelle plus couramment le SDIS 66. Monsieur le directeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, bonjour. Merci de m'accueillir ici, dans vos locaux. Le sénateur Jean Sol a souhaité cet échange pour mieux faire connaître le rôle du SDIS 66, valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers de notre département et mieux comprendre les réalités du terrain. Nous allons parler des missions du SDIS, du changement climatique, du secours à personne, de la santé des pompiers, du volontariat, mais aussi des besoins que vous identifiez pour l'avenir. Le SDIS est un acteur majeur de notre sécurité quotidienne et nous avons envie de comprendre simplement et concrètement comment il fonctionne, comment il évolue et quels sont les défis auxquels il doit faire face. Avant d'entrer dans le sujet de fond, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre rôle à la tête du SDIS 66? Je vais me présenter. Effectivement, je suis le contrôleur général Éric Belgiono. J'ai 51 ans. Je suis directeur du service départemental d'incendie de secours et chef de corps départemental depuis le 1er février 2022 dans le département des Pyrénées-Orientales. C'est un établissement public qui regroupe 2800 personnes. La majorité de ces personnes sont des sapeurs-pompiers volontaires, environ 2400 sapeurs-pompiers volontaires. Également, nous avons 400 sapeurs-pompiers professionnels et un peu plus d'une centaine de personnels administratifs et techniques. Auparavant, j'ai exercé des fonctions en tant que jeune officier dans le département de l'Essonne, à Évry et à Corbeil-Essonnes. Puis, j'ai travaillé dans le département des Yvelines, où j'ai commandé le centre de secours de Saint-Germain-en-Laye et le groupement territorial de Mantes-la-Jolie, avant de faire une expérience à l'échelon national au sein du ministère de l'Intérieur, en qualité de chef du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, le COGIC, pendant 4 années, de 2015 à 2019, et exercer ma première fonction de directeur dans le département de l'Indre, donc dans le centre France à Châteauroux. Merci, monsieur le directeur. Comment le SDIS réalise ses missions? Alors le SDIS est composé de 41 centres d'incendie de secours qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Nous avons des centres situés dans des zones rurales, des centres situés dans des zones plus urbaines. Sur ces 41 centres de secours, certains centres de secours sont strictement armés par des sapeurs-pompiers volontaires, et d'autres sont armés par des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires. L'ensemble de ces 41 centres de secours est opérationnel H24, 365 jours de l'année. Et dans ces 41 centres de secours, on retrouve environ 500 véhicules pour réaliser l'ensemble de nos missions. La mission première du sapeur-pompier, c'est la mission incendie. C'est une mission qu'on caractérise de mission propre, c'est-à-dire que aucun autre acteur en France, à part les sapeurs-pompiers, peuvent éteindre les incendies. Pour cela, on a différents types de camions. Nous avons ce qu'on appelle des fourgons pompe-tonnes, des FPT, qui sont utilisés pour faire l'extinction d'incendies d'appartements, incendies de maisons, incendies de structures. Également, nous avons des camions pour lutter contre les incendies de forêt, feux d'espace naturel. C'est ce que nous utilisons le plus dans cette période estivale. Nous appelons ça des camions citernes feux de forêt, donc des CCF. Également, ils sont répartis dans tous les centres de secours et nous les prenons pour les mettre dans le dispositif préventif ou curatif. Et puis, dans le cadre de nos missions partagées, nous avons également des ambulances, puisque l'une des missions partagées des SDIS, c'est le secours, le soin d'urgence à la personne.
le SSUAP. Et donc, pour cela, nous avons des véhicules de secours que nous nommons des VSAV, ce sont des ambulances, tout simplement, armées avec 3 personnels et qui représentent à peu près 75% de notre activité opérationnelle annuelle. Merci pour vos réponses, merci pour la clarté de vos réponses. Maintenant que l'on connaît mieux ce qu'est le SDIS 66, j'aimerais parler du territoire, de notre territoire, parce que les Pyrénées-Orientales sont confrontées à des risques très particuliers. Je pense aux feux de forêt, au changement climatique. Oui, effectivement, vous avez raison de le souligner. Alors tout d'abord, en introduction, je voudrais rappeler que le département des Pyrénées-Orientales, dans le monde de la sécurité civile, c'est un département qui est très opérationnel, puisqu'il regroupe tous les risques de sécurité civile, que ce soit les risques naturels ou technologiques, sauf le volcanisme ou le risque nucléaire. Donc c'est un département pour les sapeurs-pompiers qui est à la fois attractif, mais comme je le disais, opérationnel. Et notamment, nous avons 2 risques naturels prépondérants dans le département, que sont les risques inondation et le risque feu de forêt, feu d'espace naturel. Les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales s'adaptent aux conséquences du changement climatique selon 3 axes. D'ailleurs, ce sont 3 axes qui se retrouvent dans un plan de prévention et de lutte contre les feux de forêt piloté par la préfecture. Premier axe consiste à augmenter les actions de prévention, c'est-à-dire à intervenir sur la prévention à travers la sensibilisation et l'éducation des populations. Deuxième axe consiste à optimiser la lutte contre les feux de forêt, c'est-à-dire augmenter les effectifs des sapeurs-pompiers dans le département, ainsi que leur équipement, c'est-à-dire les matériels qu'ils vont utiliser, soit pour se protéger contre le feu, soit pour lutter contre le feu. Sans oublier les hélicoptères bombardiers d'eau. Maintenant, nous sommes à 2 hélicoptères bombardiers d'eau, un au mois de juin jusqu'à septembre, et le deuxième juillet-août, ce qui représente un budget conséquent pour l'établissement, puisque c'est plus d'1 million d'euros de budget de location pour ces hélicoptères bombardiers d'eau. Mais c'est une arme, si vous me permettrez l'expression, nécessaire, primordiale. C'est un moyen stratégique pour nous, pour mettre en œuvre la stratégie nationale concernant les feux de forêt, qui consiste à attaquer le plus rapidement possible tout départ de feu naissant. Le troisième axe, c'est l'axe de la répression. Comme dans toute politique publique, s'il n'y a pas un minimum de répression, les effets de la politique publique sont moindres. Et par rapport à cet axe, le procureur de la République a créé en 2023 un GLTD, un groupe local de traitement de la délinquance sur la partie incendiaire. Donc ce GLTD est présidé par monsieur le procureur de la République. Y assiste de plein droit le préfet de département ou son représentant pour la partie administrative. Également les forces de sécurité intérieure, gendarmerie, police, les services de l'État en lien avec les sujets de la forêt, du feu de forêt, donc à savoir la DDTM et l'ONF, et bien entendu le service départemental d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers qui sont au cœur de l'action de la lutte. Au sein de ces GLTD, en fait, nous évoquons l'activité feu de forêt du moment et à venir, mais surtout nous partageons des informations sur les zones de pression incendiaire et de pression incendiaire malveillante. L'objectif étant de aider les enquêteurs de par la connaissance technique et l'expertise technique des sapeurs-pompiers dans leur enquête pour pouvoir avancer plus vite et donc pouvoir interpeller les auteurs, les incendiaires sériels que l'on pourrait avoir dans le département. Entre 2023 et 2025, la mise en œuvre de ce GLTD a produit des effets assez considérables. Monsieur le procureur de la République
a donné les résultats suivants, puisque c'est quoi, 60% des départs, on a eu moins 60%, pardon, de départs de feu avec origine volontaire, malveillante, entre 23 et 26. Et il y a eu 4 arrestations, 4 incarcérations d'incendiaires sériels dans le département. On peut dire que ça fonctionne. Il faut rester toujours humble, il faut rester toujours vigilant. Mais je trouve que cette initiative du procureur de la République avec ce GLTD, qui est une initiative locale, il me semble pas, à ma connaissance, mais il faudra le vérifier, que d'autres départements aient le même système, eh bien porte ses fruits et vient se compléter parfaitement la politique publique territoriale de protection civile et participe activement à baisser le nombre de départs de feu et donc, comme je le disais tout à l'heure, la probabilité d'avoir un jour un feu ardent. Pour un SDIS, l'eau n'est pas seulement un sujet environnemental, c'est aussi un sujet de sécurité civile. Quelles seraient selon vous les priorités à traiter dans les années à venir? Écoutez, dans le département, on a connu 4 années de sécheresse importantes qui ont eu un impact considérable sur nos nappes phréatiques et donc un impact considérable également sur la végétation. Sur les nappes phréatiques, la problématique, c'est l'eau potable qui était plus disponible dans certains villages de notre département. Or, il faut savoir que aujourd'hui en France, les poteaux d'incendie dont nous nous servons pour remplir nos camions sont, plugués sur le réseau d'eau potable. Et donc, lorsqu'il y a un incendie de forêt ou un incendie de structure, et que nous arrivons avec nos camions pour éteindre cet incendie, nous allons capter cette eau potable qui est déjà en déficit. Et donc, il faut changer nos méthodes pour préserver cette eau potable. J'y reviendrai tout à l'heure sur les solutions qu'on y a apportées. Deuxième impact, c'est les végétaux, effectivement, puisque moins d'eau égale plus de dessèchement, et plus de dessèchement égale du dépérissement dans nos forêts, dans nos massifs. Et un arbre, un arbuste qui est dépéri, qui est mort suite à des sécheresses consécutives, eh bien, lorsqu'il est mort sur pied, c'est entre 20 ans et 50 ans de dégradation. Et lorsqu'il est mort mais à terre, c'est entre un peu moins de 20 ans de dégradation. Ça veut dire quoi concrètement dans le département? Ça veut dire que on a un combustible qui est présent pendant de nombreuses années encore à venir. Et donc, la possibilité qu'on ait un fort norme dans notre département, elle n'est pas à exclure. Pour revenir à la question de l'eau, comment nous nous sommes adaptés à la sécheresse? Eh bien, pour préserver l'eau potable et pour faire des réserves d'eau brute, nous avons créé sous l'impulsion de la préfecture une réserve départementale stratégique en eau brute. Alors, en quoi ça consiste? Nous avons sur l'ensemble du territoire ciblé les massifs les plus sensibles pour nous, ceux qui font l'objet de feux historiques. Et donc, c'est de pouvoir capter de l'eau brute dans ces massifs-là et la stocker. Alors, il y a des équipements qui existent, qu'on appelle les équipements DFCI pour la défense de la forêt contre l'incendie. Ce sont des citernes qui font jusqu'à 30 mètres cubes et que les communes remplissent en eau brute et dont on se sert, nous, pour réalimenter nos camions. Mais on est allé plus loin. En fait, on s'est aperçu que avec la crise du vin, certaines caves coopératives n'utilisaient plus des cuves de vinification. Et donc, avec la Chambre d'agriculture, la préfecture, le conseil départemental et le SDIS, nous avons passé une convention pour pouvoir utiliser ces caves de vinification qui n'étaient plus utilisées pour le vin, pour pouvoir les remplir en eau brute, en amont de la saison estivale, et de pouvoir stocker plusieurs milliers de mètres cubes d'eau brute, et pouvoir avoir ces points d'eau répartis judicieusement sur le territoire pour limiter la distance entre le feu et le point d'eau nécessaire pour remplir à nouveau nos camions. Donc ça, c'est le deuxième mode de stockage. Le troisième mode de stockage, ce sont des stockages dits artificiels, c'est-à-dire que on a utilisé avec l'État du fonds vert pour acheter des cuves souples, des bâches souples, pardon. C'est 120 mètres cubes d'eau qui sont répartis un peu sur le territoire, dans des communes justement qui sont sensibles aux problématiques d'eau potable. Quatrième solution de stockage, c'est en lien avec les campings.
puisque chaque camping dans le département a sa piscine et ils ont des obligations de vider leur piscine. Plutôt que de vider la piscine dans la nature, eh bien, il y a une partie qui va dans ces bâches souples de stockage et qui sont utilisables par les sapeurs-pompiers pour protéger le camping, mais également, lorsque ces campings se trouvent pas loin de zones forestières, de pouvoir utiliser cette eau pour lutter contre le feu de forêt. Et puis enfin, le cinquième élément de cette stratégie, ce sont les stations d'épuration avec lesquelles on a passé des conventions pour utiliser l'eau de réhute et donc derrière de pouvoir capter cette eau pour éteindre les incendies et non plus utiliser l'eau potable. Donc grâce à cette stratégie qui aujourd'hui avoisine les 19 000 mètres cubes d'eau brute, sans parler des eaux de réhute, eh bien, on peut préserver 19 000 mètres cubes finalement d'eau potable et surtout pouvoir compter dans des zones bien identifiées sur des stockages d'eau brute et réduire les délais pour éteindre les incendies. Les IS demain, à mon sens, devraient suivre un peu cet exemple d'anticipation pour pouvoir dès à présent stocker les eaux brutes, y compris les eaux pluviales, parce qu'on n'a pas parlé de réserve collinaire, il y a des projets de réserve collinaire dans le département, on est intégré nous dans ces projets-là pour pouvoir dire à quel endroit on aimerait que le stockage se fasse, et pour que lorsqu'il y a des orages, eh bien on puisse stocker ces eaux brutes pour l'été et pouvoir les utiliser à la fois pour l'agriculture, mais aussi pour les incendies. J'aimerais maintenant parler d'un sujet plus nouveau, mais qui devient très concret dans la gestion des secours, celui de la technologie, de l'intelligence artificielle et de la sécurisation des données. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies se changent déjà le travail des pompiers et la gestion des secours? Alors tout à fait, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre société a forcément un impact dans le monde de la sécurité civile. Je vais vous parler du SDIS des Pyrénées-Orientales. Nous avons intégré d'ores et déjà l'intelligence artificielle pour améliorer notre lutte dans le cadre des feux de forêt et feux d'espace naturel. Par exemple, dès le 1er juillet de cette année, nous mettrons en service 10 caméras de détection dans le département, situées bien entendu sur des points hauts, en mesure de capter des images des massifs et de détecter des fumées. L'intelligence artificielle, elle, par-dessus cette détection, va être en mesure de dire oui, c'est une fumée qui est liée à un incendie ou c'est une fumée liée à de la poussière, liée à l'activité dans une carrière, etc., etc. Et donc va pouvoir, il n'y a pas que cet exemple, va pouvoir cibler si c'est nécessaire ou non d'engager des sapeurs-pompiers. Et également pourra localiser précisément le feu. Donc on le met en place dans le département dès le 1er juillet. Et je pense que il ne faut pas s'arrêter là. Si on parle de nouvelles technologies, on peut tout à fait penser que dans les années à venir, dans les départements du Sud, les moyens aériens que nous mettons en disposition pour faire de la surveillance, puisque le département des Pyrénées-Orientales est doté d'un avion, et propriétaire d'un avion que nous appelons Horus, qui, lors des jours de risque feu de forêt, est mis en vol pour, en plus des tours de guet, détecter les départs de feu. Eh bien, on peut penser que demain, on puisse utiliser un drone doté d'une caméra optronique, elle-même également dotée de l'intelligence artificielle, et qui puisse survoler notre département, capter un départ de feu et organiser son plan de vol ou réorganiser son plan de vol par rapport au départ de feu. Par exemple, se mettre en rond autour du départ de feu, renvoyer les images soit via le satellite, soit via les GSM à la salle de commandement pour que nous, on puisse voir plus précisément, plus rapidement comment se comporte le feu, où est-ce qu'il se situe, est-ce qu'il peut menacer des enjeux rapidement, moins rapidement, est-ce qu'il est en phase montante, phase descendante, etc., etc. Et donc, en plus de la détection par nos images, nos caméras que nous mettrons en place dès le 1er juillet, avoir une détection également, une détection aérienne. L'autre sujet des nouvelles technologies qui pourraient être adaptées dans le SDIS des Pyrénées-Orientales, c'est l'utilisation des exosquelettes, puisque il faut savoir qu'un sapeur-pompier qui doit
porter des tuyaux dans les massifs avec des dénivelés positifs, parfois jusqu'à 500 mètres de dénivelé positif, porte ce qu'on appelle nous une clé de portage. Donc ce sont des tuyaux et des lances qui peut dépasser 25 kilos. Aujourd'hui, on peut s'inspirer de ce qui existe chez nos camarades militaires et développer les exosquelettes déjà, donc qui aident à porter la charge, mais au-delà des exosquelettes, des robots qui vont porter les charges à la place des humains, à la place des sapeurs-pompiers pour alléger l'effort des personnels et au point donné pouvoir avoir les matériels. Puis dernier élément de nouvelles technologies sur lequel j'aimerais qu'on travaille, c'est les ports de charge lourdes par des drones classiques. Hein. Alors aujourd'hui, les drones peuvent porter jusqu'à 120 kilos. Ce type de drone à hélice peuvent porter jusqu'à 120 kilos, mais sur des rayons d'action assez limités. Ça va jusqu'à 6, une dizaine de kilomètres maximum. Mais demain, lorsque cette technologie va évoluer, c'est des choses potentiellement qu'on pourra intégrer dans nos matériels, toujours pour porter de la charge lourde, ou bien porter une citerne d'eau sur une crête pour que nos experts en feu tactique puissent l'utiliser et se mettre surtout en sécurité, ce qui est difficile aujourd'hui à faire et qui est fait notamment avec un hélicoptère. On regarde de près les nouvelles technologies. On n'a pas un service dédié aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales, contrairement à d'autres SDIS qui sont beaucoup plus avancés que nous sur ces domaines-là. Mais je pense qu'il faut pas résister. Il faut surtout accompagner. Il faut surtout l'exploiter, s'inspirer de ce qui se passe dans le monde militaire pour l'adapter dans le monde de la sécurité civile. Je dirais par extension dans le monde de la défense civile, où les sapeurs-pompiers, à mon sens, ont toute leur place. Pour conclure sur les feux de forêt, est-ce que vous auriez des requêtes à faire passer ou une sensibilisation particulière dont vous voudriez nous partager? Il faut pas oublier que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Et aujourd'hui, force est de constater que à l'échelle de notre territoire, la culture de sécurité civile, les bons comportements que chaque citoyen doit adopter vis-à-vis d'un risque naturel, je pense qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire sur ces sujets-là. Quand on dit que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, c'est une statistique qui est stable, malheureusement. Dans ces 9 feux sur 10, vous avez les origines accidentelles et les origines volontaires. En fonction des départements, l'origine volontaire peut représenter 20% comme 40%. Le reste étant dans l'accidentel. Mais on a un facteur commun, c'est que derrière l'accidentel ou le volontaire, c'est un homme ou une femme. Et donc, si j'ai un message à faire passer à la population, c'est au-delà des messages classiques, ne jetez pas votre mégot par la fenêtre, ne faites pas de barbecue dans les forêts, par grand vent, etc. C'est un moment, mettez-vous à la place des sapeurs-pompiers. Pensez à eux. Voilà. Regardez à nouveau les images du feu de Ribaute. C'est un feu qui a avancé à pratiquement parfois à plus de 10 km/h. Je sais pas si pour les sportifs, 10 km/h déjà c'est un bon rythme de course, pas de marche, de course. Et c'est pas à ces moments-là qu'on doit se poser la question si j'avais su. Voilà. Donc je pense qu'on a un rôle collectif. Chaque citoyen doit se responsabiliser par rapport à ce changement climatique. Je parlerai pas des politiques publiques, c'est pas mon domaine. Mais par contre le comportement, il doit être adapté. Donc quand il y a du vent qui dépasse 30 km/h, quand il y a des températures qui dépassent les 30 degrés, quand l'humidité de l'air est inférieure à 30%, ne prenez pas de risques en faisant des activités, que ce soit fumer, que ce soit allumer des barbecues, qui généreraient des risques d'incendie. Parce que derrière, si les moyens sont rapides, eh bien on arrivera dans 98% des cas à éteindre le feu. Mais parfois, bien, on se fera dépasser. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans le département du centre-France et du nord de la France avec ces périodes de canicule où on a déjà enregistré dans l'Ain, dans l'Allier, des feux de plus de 100 hectares. Parce qu'aujourd'hui, les équipements des FCI ne sont pas présents, parce que les moyens de lutte contre les feux de forêt, historiquement, ils n'étaient pas confrontés à ça. Et donc, si les comportements ne changent pas, on risque d'avoir des feux catastrophiques dans les années à venir. Donc,
le message fort que j'aimerais faire passer, c'est faisons en sorte de changer notre manière de faire par rapport à ces risques naturels. On parle du feu de forêt, mais on aurait pu parler des inondations également. Et lorsqu'il y a une vigilance météo qui est affichée aux 20h, aux 13h, bien allons voir quel est le comportement que je dois adopter par rapport à cette vigilance. Si on me dit qu'il faut pas que j'aille dans les massifs, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour ennuyer les touristes ou ennuyer les citoyens du département. C'est juste que si demain il y a un feu, on n'est pas en train d'essayer d'essayer de faire passer le message. Vous êtes susceptible de mettre un feu. Oui, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Mais quand même, c'est pas vous. Si demain il y a un feu, vous pouvez être pris par le feu dans le massif. Et à ces vitesses de propagation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à 10 km/h, il y a peu de chances pour vous de survivre. Ouais. Donc, soyez responsables, soyez acteurs par votre bon comportement. Soyez un allié des sapeurs-pompiers par votre bon comportement, en essayant de faire diminuer ce nombre de feux. Je vous demande pas de faire la police, n'allez pas interpeller celui ou celle qui a jeté son mégot. Mais plus vous allez en parler autour de vous, plus on va adopter les bons comportements, plus on pourra diminuer le nombre de feux et donc la probabilité d'avoir un feu catastrophique. Donc votre conseil, c'est civisme et vigilance. Civisme, vigilance, rigueur et exemplarité. Quel message souhaitez-vous adresser aux habitants des Pyrénées-Orientales ? Alors spécifiquement pour cette saison estivale, le message que j'aurais adressé aux habitants des Pyrénées-Orientales, mais également aux touristes qui vont venir dans notre département, c'est de faire extrêmement attention à leur comportement, notamment en lien avec le feu d'espace naturel, feu de forêt, mais également avec un risque dont on n'en a pas beaucoup parlé, qui est le risque de noyade. Avec toutes les vigilances qui vont autour de ça. Donc, adopter les bons comportements. J'en profite pour passer un message même un peu plus précis aux habitants du département qui concerne la destruction de végétaux morts par le feu. C'est interdit. C'est interdit du 1er juin à fin septembre. Vous ne pouvez pas détruire vos déchets verts par le feu. Vous devez aller à la déchetterie. Si vous le faites, vous pouvez avoir une amende de plus de 750 €. Et si en plus, malgré que vous l'ayez fait, il y a des dégâts derrière, je déposerai plainte avec au nom du service et je demanderai à ce que soit refacturé l'ensemble de ce que ça m'a coûté en intervention. Et je peux vous dire qu'un hélicoptère bombardier d'eau, ça coûte très cher de l'heure. Donc, ne le faites pas. Le sénateur Jean Sol vous remercie pour votre écoute. La seconde partie du dialogue républicain avec le directeur départemental du SDIS 66 sera diffusée en fin d'été. Nous parlerons du secours à personne, de la carrière et de la santé des pompiers, du recrutement et des relations avec les élus et les entreprises. Dialogue républicain est à l'écoute sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. À bientôt!